En faisant la queue au distributeur automatique, Jacques remarqua que la femme devant lui, les doigts bandés, s'acharnait à retirer de l'argent malgré ses blessures. Bien qu'elle peinât à se déplacer, elle n'avait pas garé sa voiture à proximité. En observant les marques sur son visage, Jacques comprit qu'elle était sous la menace de quelqu'un. Après quelques questions discrètes, il apprit qu'un bandit armé d'un pistolet la coercissait. Loin de paniquer, Jacques garda son calme. Alors que le malfaiteur, depuis la voiture, pressait la femme d'agir vite, Jacques intervint en un éclair. Il neutralisa le bandit, désarma son pistolet avec une aisance déconcertante et libéra la mère et son enfant. Remettant l'arme à la femme, il s'éclipsa rapidement, soucieux de ne pas attirer l'attention de la police. Car Jacques, retraité depuis longtemps, voulait préserver son anonymat. Autrefois, il était le chef d'une unité spéciale d'enquête, créée par les États-Unis pour gérer des affaires sensibles. Après la dissolution de l'équipe 3 ans plus tôt, il s'était fondu dans la masse, devenant un simple citoyen altruiste. Mais en retirant son argent au distributeur, Jacques fut stupéfait, un code mystérieux figurait sur le reçu. Ce code, il le reconnut immédiatement à un signal de ses anciens coéquipiers cherchant à le contacter. Toujours prudent, il évitait de révéler sa position. Dans une petite épicerie, il emprunta le téléphone d'un employé pour rappeler le numéro. Le code était un appel au secours. Jacques ignorait ce qui avait poussé son ancienne coéquipière, Ellie, à utiliser ce moyen extrême pour le retrouver. Lorsqu'il apprit l'assassinat d'un de ses anciens camarades, Calvin, il prit immédiatement un vol pour New York. Ellie lui remit les dossiers concernant la mort de Calvin. Son corps avait été retrouvé dans une vallée, avec de multiples fractures, suggérant qu'il avait été jeté d'un avion. En examinant les rapports, Jacques tira une conclusion encore plus glaçante, l'estomac de Calvin ne contenait que du mucus, dépourvu de toute trace d'eau, signe d'une privation alimentaire prolongée avant sa mort. De plus, des traces de rouille sur ses jambes indiquaient qu'il avait été frappé avec une barre de fer rouillée, probablement pour l'immobiliser. Le meurtrier avait clairement cherché à lui soutirer des informations. Sans perdre de temps, Jacques et Ellie se rendirent au domicile de Calvin. L'endroit était sens dessus dessous, le tueur avait fouillé chaque recoin, à la recherche de quelque chose. L'objet en question devait être petit et facile à dissimuler, car même les pieds de table avaient été démontés pour vérifier s'ils étaient creux. Jacques conclut que le meurtrier n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, car une fenêtre brisée par un téléphone témoignait de sa frustration. Mais où Calvin avait-il caché cet objet? En se retournant, Jacques aperçut, de l'autre côté de la rue, un centre de boîte postale. L'endroit parfait, à la fois risqué et sécurisé. Munis de la clé de Calvin, ils ouvrirent sa boîte postale et récupérèrent une pile de documents. Parmi les factures banales, une clé USB se démarquait. C'était là, sans doute, que se trouvait le secret de Calvin. Mais son contenu les laissa perplexes, une longue liste de noms, tous commençant par la lettre A, pour le nom de famille et M, pour le prénom. Jacques émit l'hypothèse qu'il s'agissait des pseudonymes d'une seule et même personne, qui utilisait la signature AM, pour dissimuler son identité tout en variant ses noms. Il était impératif de découvrir qui se cachait derrière ces alias. En quittant les lieux, Jacques stoppa net ses compagnons. Une voiture noire, garée à proximité, venait d'apparaître pour la 3e fois autour d'eux. Les occupants les suivaient, c'était évident.